Fin 1944. Un froid très précoce ralentit l'avancée des troupes alliées et les combats pour la libération de la France s'enlisent dans le Jura et les Vosges. Engagés de la première heure dans la guerre contre les Allemands, les soldats coloniaux s'apprêtent à combattre durement un ennemi décidé à tenir jusqu'au dernier. Mais pour les soldats africains, l'histoire va en décider autrement. À côté de là où on était, on entendait les canons automoteurs qui montaient des Allemands, qui montaient, ils s'arrêtaient et ils nous bombardaient. Et ils ne bougeaient pas. On était en attente, je ne sais pas pourquoi. Et c'est de là que le blanchiment a commencé. On a donné tous nos effets et on nous a donc rapatriés dans le Midi. On a pris le train à Besançon, on nous a rapatriés vers le Midi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Le blanchiment est une opération qui va consister à retirer les soldats africains noirs qui sont alors sur le front dans l'est de la France en octobre et novembre 1944. Donc des noirs remplacés par des blancs, d'où le terme de blanchiment ou de blanchissement, comme on peut le trouver parfois dans les archives. Durant la Première Guerre mondiale, la France avait mobilisé près de 200 000 soldats africains pour combattre dans les tranchées, où, comme tous les soldats, ils avaient terriblement souffert des rudesses du climat. 1917 sera l'année noire pour les tirailleurs sénégalais, puisque c'est l'année de la fameuse année des combats du chemin des dames, où ils sont massacrés, mais vraiment massacrés. Le premier jour, il y a 1205 tirailleurs sénégalais qui sont tués. 1205. Les unités de tirailleurs sont touchées par ce qu'on appelle le phénomène de pied de tranchée, c'est-à-dire qu'ils, dans l'humidité de leur trou de combat sous la neige, ils gèlent littéralement sur place. On a des unités qui perdent des dizaines d'hommes par jour pour des causes de gelure. Environ 30 000 tirailleurs sont morts dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France est la seule puissance coloniale à faire appel à des soldats africains pour défendre son territoire. Les tirailleurs sénégalais sont plus de 100 000 à être recrutés en Afrique et environ 50 000 d'entre eux vont combattre héroïquement pour tenter d'empêcher les nazis d'envahir la France en 1940. Première arme inédite, le Stuka va faire parler de lui. Lorsque l'armée française s'effondre, ce sont les éléments des tirailleurs sénégalais qu'on met sur le pont de la Somme, de la loi, en leur disant il faut tenir sans esprit de recul. Et ils tiennent. Et ils tiennent. C'est ça d'ailleurs qui va décupler la haine des Allemands envers eux. Et puis, autre chose, ils ont accusé les tirailleurs sénégalais de se comporter en sauvages
en criminels. Les propagandes, aussi bien alliées que allemandes, ont souvent présenté le tirailleur sénégalais comme un sauvage du champ de bataille qui n'hésitait pas avec son coupe-coupe à couper les oreilles des prisonniers allemands ou des blessés, à s'en faire des colliers, à leur crever les yeux. Et cette image du tirailleur sénégalais sauvage, elle va être utilisée par le régime nazi au printemps 1940. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Excités par la propagande nazie, plusieurs troupes de la Wehrmacht se lancent dans de véritables chasses aux tirailleurs. Ainsi, le 20 juin 1940 à Chasselet, dans le nord de Lyon, les éléments du 25e régiment de tirailleurs sénégalais décident de bloquer la route. Lorsque les Allemands prennent le dessus, ils deviennent tellement furieux que, comme d'habitude, ils mettent le noir d'un côté, ils disent aux Blancs de se mettre de l'autre côté. Et ils amènent les Noirs dans un petit lieu et ils les lâchent dans la nature. Et ils leur disent, bon, maintenant vous pouvez vous sauver. Et dès qu'ils tournent les talons, c'est les chars qui leur tirent dessus, dans le dos, les mitrailleuses lourdes. Ils les abattent, ils les massacrent. Et après, ils font passer des chars sur leur corps. Il est probable qu'entre 1000 et 2000 soldats africains aient pu être ainsi exécutés à l'issue des combats de mai et juin 1940. Suite à la débâcle de l'armée française, entre 20 000 et 30 000 tirailleurs sénégalais sont faits prisonniers par les Allemands, qui les internent en France dans des Frontstalag, des camps de prisonniers du front. Ce sont d'anciennes casernes, des hôpitaux psychiatriques, ou encore de simples clairières entourées de barbelés. Certains de ces tirailleurs sénégalais vont être incorporés dans des commandos de travail et envoyés dans des usines, des fermes ou des camps forestiers. Ils resteront prisonniers jusqu'à la libération. À travers ces commandos de travail, ils vont vraiment être mélangés à la population, mélangés aux ouvriers, mélangés aux paysans. Et en plus, la population va se prendre d'une très grande sympathie envers ces soldats coloniaux. Et on voit des familles qui véritablement adoptent les soldats coloniaux. Et puis des jeunes Françaises vont aussi connaître des liaisons avec des soldats coloniaux au cours de cette période. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes.
en juin 1940, le général de Gaulle raconte dans ses mémoires qu'il attend dans son bureau, un peu comme moi je peux attendre pendant mes heures de bureau. Il attend que les gens frappent à sa porte. Il dit, voilà, je pars déjeuner, si à tout hasard quelqu'un frappe, faites-moi signe. On ne peut pas dire qu'il a été envahi de volontaires de la première heure. Rescapé de la bataille de France, le capitaine Philippe Leclerc, un officier encore inconnu, entre en résistance et rejoint le général de Gaulle à Londres, après l'appel du 18 juin. Lorsqu'il arrive, la première entrevue avec le général de Gaulle, 25 juillet 1940, Leclerc se voit signer une mission qui fixe les grandes lignes du ralliement en Afrique équatoriale française et Cameroun. La mission de la délégation consiste à représenter le général de Gaulle en vue d'amener tout ou partie des colonies françaises d'Afrique à se joindre au général de Gaulle pour refuser l'exécution des armistices et continuer la guerre contre les Allemands et les Italiens. Charles de Gaulle. L'objectif du général de Gaulle, eh bien, c'est de rallier les territoires de l'Empire. Il l'a dit dans de nombreux discours, au 18 juin, la France n'est pas seule. Elle a un empire, un vaste empire. L'appel se fait entendre aux quatre coins du monde, puisque certains répondent. L'un d'entre eux est Félix Éboué, qui, au Tchad, est tout à fait sensible aux appels du général de Gaulle dès le mois de juin 1940, et tout sera en place pour le 26 août 1940. Le projet, c'est d'envoyer des hommes déjà au Nigeria, et au Nigeria, ils sont censés tâter, entre guillemets, les territoires voisins, et puis ce projet de faire basculer les territoires de l'AEF de concert. Le 27 août 1940, au petit matin, c'est sous une pluie diluvienne que le commandant Leclerc et une quinzaine de tirailleurs embarquent sur des pirogues pour gagner le Cameroun. Ils parviennent à faire basculer ce territoire dans le camp du général de Gaulle en invitant, armes au poing, les fonctionnaires français en poste à rallier la cause de la France libre. Beaucoup acceptent de rejoindre la cause du général de Gaulle et deviennent de ce fait vraiment la première base du général de Gaulle, la base territoriale, les premières forces armées, en tout cas en Afrique, du général de Gaulle. Dernier lieu, peut-être le plus important, Brazzaville, le 28 août 1940, grâce à des troupes africaines cantonnées sur place à Brazzaville, qui ont été persuadées de rejoindre le général de Gaulle. Malheureusement, on n'est pas dans des situations démocratiques, c'est la définition même de la colonie, et les populations n'ont jamais été invitées à se prononcer. Ce sont les cadres qui choisissent de basculer dans un camp ou dans un autre, le tirailleur bien souvent se contentant de suivre le cadre qu'il commande, au service de la France libre, mais également au service de Vichy. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, allait devenir le centre de la résistance africaine. Le chef des Français libres voit défiler devant lui l'armée qui, d'Afrique, ira délivrer la métropole. Français de France et Français de l'Empire, tous enfants de la patrie. Je dirais qu'il y a un parallèle à faire entre l'africanité de ces forces françaises libres de la première heure et l'africanité de la légitimité française libre. À savoir que Brazzaville incarnait la légitimité gaullienne, gaulliste, jusqu'en 1943, jusqu'à ce que la capitale bascule sur Alger. Brazzaville était la capitale de la France libre, beaucoup plus que Londres, qui ne l'était pas officiellement. C'est à Brazzaville qu'était publié le journal officiel. C'est depuis Brazzaville que sont lancées les ordonnances françaises libres de la toute première heure. Un nouveau monstre vient de naître en Afrique. Cet animal merveilleux, hérissé d'antennes et parcouru d'ondes, c'est Radio Brazzaville. Brazzaville, capitale de la France combattante, entrait en contact avec Paris et avec le monde.
voici le ruban que la France envoie à ses amoureux pour leur rappeler qu'elle est belle. Brazzaville allait pouvoir, jour et nuit, garder le contact avec tous les Français, ceux des colonies comme ceux de la métropole. Le fait d'avoir sa propre radio à laquelle le général de Gaulle puisse dire vraiment ce qu'il veut, et même ce qu'il ne peut pas dire à Londres, est tout à fait capital. Mais on ne fait pas l'effort de parler évidemment des langues africaines. On est tout de même dans un registre très colonialiste, évidemment. Et cette radio n'était pas censée toucher nécessairement le public africain. Après le ralliement de l'Afrique équatoriale, la France libre instaure la conscription dans cette colonie, la plus pauvre et la plus reculée de l'Empire. En 1943, les contingents africains comptent près de 30 000 soldats, soit presque la moitié des forces françaises libres. On fait son service et puis on s'engage parce qu'on mange tous les jours et que la solde que l'on touche permet de faire vivre une grande partie de la famille. Il faut bien comprendre que ces tirailleurs qui s'engagent, ce sont à 80%, 90% des ruraux, qui souvent sont convoqués ou ramassés lors des tournées de recrutement. Une grande partie d'entre eux n'ont jamais vu de blanc. Et là, on les incorpore, on les habille, on leur confie de l'armement, on leur apprend à marcher au pas, on leur apprend à monter dans un camion. Ils n'ont jamais vu un véhicule, on leur apprend ce que c'est qu'un blindé. Ces tirailleurs vont faire preuve d'une capacité d'adaptation, pour ma part, que j'estime assez incroyable. Une adaptation imposée par un difficile effort de guerre qui nécessite en Afrique équatoriale française toujours plus de matières premières, bois, métaux, caoutchouc, et une main-d'œuvre qui travaille dans des conditions très pénibles et archaïques, et que la France libre met à disposition des Alliés. Difficile de parler d'esclavagisme à proprement parler, surtout qu'il n'y a pas de traite négrière dans ce sens-là. Néanmoins, nous sommes dans des pratiques de travail forcé, très certainement. Donc je dirais que pour les populations africaines, la période de 1940 à 1943 a été difficile. En 1942, les Alliés perdent l'Extrême-Orient qui fournissait au monde la presque totalité du caoutchouc naturel. La bataille du caoutchouc allait se livrer. Dans le combat, l'AEF répondait « présent ». Une escalade de 30 mètres, quelques coups de hache, et le serpent n'est plus qu'un vulgaire cadre. On l'étend, on le saigne, on le tronçonne, afin d'en exprimer tout le sucre. Traité par une décoction acide de feuilles, le latex se coagule. On en fait alors des crêpes plates que l'on met à sécher soigneusement à l'ombre. Le caoutchouc ainsi obtenu est d'une très bonne qualité. Cela impliquait des pratiques extrêmement violentes, depuis le viol en passant par l'assassinat pur et simple, pour les gens qui n'auraient pas apporté leur quota de caoutchouc aux autorités. En route pour l'usine. Le latex, ici blanc comme crème, passe de cuve en cuve. La feuille recueillie est lavée à grande eau et amenée par des rigoles d'aluminium dans une série de laminoirs. Elle est essorée, pressée, coupée, puis séchée et brunie au feu de bois. Les 10 tonnes de caoutchouc pur livrées chaque jour par cette exploitation deviendront entre les mains des Alliés 100 tonnes de caoutchouc industriel. Donc le caoutchouc, en quelque sorte, est emblématique de cette économie d'extraction qui était l'AEF et le Cameroun. Et donc, ces populations, leur expérience va être transformée puisqu'elles vont être intégrées à une économie de guerre véritablement mondiale. Le caoutchouc qui va être puisé là va servir aux pneus des Spitfire britanniques. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Sans le ralliement de l'Afrique équatoriale française en 1940, la France n'aurait pas été libérée par De Gaulle. Malgré l'aide considérable que la France libre apporte au Royaume-Uni en exploitant l'Afrique équatoriale, les retours d'ascenseurs de Londres se font attendre. En 1941, les Anglais considèrent en effet que le général de Gaulle n'est pas encore à la tête d'une puissance militaire fiable. Tout ça va changer petit à petit. Alors, d'abord, il y a la bataille de Koufra, histoire encore une fois rocambolesque. On est en début 1941. Leclerc est nommé par le général de Gaulle commandant supérieur des troupes de tirailleurs sénégalais du Tchad.
et la correspondance du colonel Leclerc nous renseigne très précisément sur ce que sont les forces françaises libres, africaines aux 2/3 quant aux hommes. L'objectif, c'est de grignoter du terrain et aussi de viser des objectifs importants également pour les Britanniques. Et c'est ainsi que Leclerc s'attaque à cet objectif qu'il a fixé fin 1940 de Koufra. Quelques centaines d'hommes partent de Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, traversent environ 900 km de désert, de sud au nord, pour prendre Koufra. Conditions climatiques extrêmes, terrain extrêmement défavorable pour les opérations, parce qu'il faut construire des pistes, et protection des hommes. La consommation par jour, par homme, 6 litres d'eau, ce qui n'est pas rien, et ce qui nécessite une logistique évidemment extrêmement accablante. Il avait fallu parsemer le parcours de bidons d'essence et surtout de bidons d'eau préalablement grâce à des chameliers pour rendre possible l'opération. Ce n'était vraiment pas une mince affaire. Avec du reste une supériorité des Italiens dans le ciel, tout cela semblait très mal engagé. Or, la forteresse réputée imprenable de Koufra tombe grâce aux efforts des troupes africaines de Leclerc. Le 2 mars 1941, à Koufra, le colonel Leclerc prononce avec ses hommes un serment resté célèbre. Nous jurons de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Koufra est une victoire militaire de Leclerc et de ses hommes, la première victoire de la France libre. Mais c'est avant tout un symbole qui lance les forces françaises libres dans la guerre. Les victoires se succèdent. Campagne de Libye, bataille de Bir Hakeim, bataille d'El Alamein. Partout, les forces françaises libres sont victorieuses et s'arment sur le tas en récupérant le matériel de l'ennemi allemand ou italien. Mais en dépit des prises de guerre, l'armée de la France libre reste sous-équipée, comptant davantage sur les hommes que sur le matériel, malgré sa jonction avec l'armée britannique. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent au Maroc et en Algérie et font basculer dans le camp du général de Gaulle l'Afrique du Nord et l'AOF, l'Afrique occidentale française. À la tête des forces alliées, les Américains vont se charger d'une tâche logistique très lourde. Armer, équiper et habiller la nouvelle armée française. Dans les ports du Maroc et d'Algérie, le matériel ne cesse d'arriver. Des caisses qui nous viennent d'Amérique vont jaillir nos armes. Depuis les voitures de reconnaissance jusqu'aux tanks, dont 25 000 identiques sortiront des usines en 1943. Depuis les avions, en particulier les chasseurs bombardiers, jusqu'aux jeeps, qui, dans les parcs, matérialisent la formule de la nouvelle armée, nombre et puissance. Pour les Américains, la force française, elle est utile, bien sûr, on va reconstituer la force française, mais elle n'est pas décisive. Ce n'est pas elle qui va jouer le premier rôle. L'objectif, c'est qu'il faut une armée française qui reprenne le combat. Pourquoi? Parce que si on veut que la France soit victorieuse, il faut qu'elle ait pris part au combat contre l'Allemagne. Promu général, Leclerc est placé à la tête de la 2e division blindée, la 2e DB.
et doit se plier aux exigences des Américains. Pas de Noirs dans les divisions blindées. Selon les Américains, les Noirs seraient inaptes à utiliser le matériel propre à la guerre moderne, comme les chars ou les automitrailleuses. Les tirailleurs sénégalais, dont certains sont des combattants de la première heure et des héros de la guerre du désert, se voient certes rééquipés par les Américains, mais cantonnés à servir comme simples soldats d'infanterie, tandis que les Blancs, eux, peuvent servir dans les unités blindées. Le général Leclerc, par son aide de camp qui tenait son journal de marche, on sait qu'il n'a pas de gaieté de cœur, obéi aux ordres. Mais il y avait l'objectif de la guerre. Et il a dû suivre les ordres américains. Dans l'armée américaine, la ségrégation est une pratique ordinaire. Ségrégation raciale. C'est une ségrégation raciale qui correspond d'ailleurs à la ségrégation dans la société américaine. On estime que les Noirs ne sont pas capables d'agir comme les Blancs, donc que les Français aient dans leur armée des éléments africains, c'est normal, mais pas trop. On retire les soldats africains parce que pression américaine, parce qu'on est convaincu que le soldat noir ne peut pas être adapté à une division blindée qui est vraiment l'idée même de la modernité militaire. Et donc pour avoir un instrument moderne, de combat moderne, il faut le militaire le plus moderne qui soit. Et à ce moment-là, le militaire le plus moderne qui soit, ce n'est pas le tirailleur sénégalais. La 2e DB est ainsi blanchie dès sa création à l'été 1943. Équipés en matériel américain, les soldats d'Afrique équatoriale et occidentale française vont être incorporés comme simples fantassins, notamment dans la 9e division d'infanterie coloniale, la 9e DIC. Quand j'ai été appelé pour aller faire mes classes, et quand mes classes sont terminées, ils nous ont demandé ceux qui voulaient s'engager pour aller libérer la France. Alors j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit, mon fils, moi j'ai fait la guerre 14-18, je suis revenu. La France est en danger, engage-toi, je te l'autorise. Alors là, c'est là que j'ai pris l'engagement. Et quand les classes sont terminées, on a eu des affectations. On avait tout l'habillement américain. Et l'équipement aussi, oui. On était très bien. Chaque unité est inspectée, contrôlée, avec des exercices qui sont organisés très fréquemment sous l'œil de contrôleurs américains qui vont vérifier que les soldats français, le soldat africain sait bien utiliser son fusil, le nettoyer, et les tirailleurs sénégalais vont passer l'examen américain avec facilité. On est sur le terrain, on se prépare pour le combat et pour un combat difficile. On attendait le départ, le grand départ. Désormais habillés en GIs, les tirailleurs sénégalais sont des milliers à embarquer au Maroc et en Algérie pour traverser la Méditerranée et bientôt combattre en France aux côtés des Alliés. Avant de s'attaquer à la forteresse Europe, les soldats de la 9e DIC, qui fait partie de la première armée française, font escale en Corse et se préparent à livrer une dure bataille pour conquérir l'île d'Elbe. Le général Magnan, qui commande la 9e DIC, à un moment dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes troupes ne sont pas prêtes, on va au fiasco, franchement, a-t-on besoin de prendre l'île d'Elbe ?» En gros, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, l'opération est reportée un certain nombre de fois parce que les troupes ne sont pas encore aguerries. Et De Lattre insiste. Et De Lattre insiste alors que ces officiers sont quand même plus sceptiques. Ils ont vraiment peur que ça soit la boucherie.
Tandis que les Américains ont débarqué 10 jours plus tôt sur les plages de Normandie, la première armée française se lance le 17 juin 1944 à la conquête de l'île d'Elbe, verrou stratégique en Méditerranée. Une bataille au cours de laquelle s'illustre particulièrement la 9e Dic. Là, c'était pas la rigole, là. Les Allemands nous attendaient. Ils ne dormaient pas. Hein. C'était une vraie forteresse à l'île. Ils nous attendaient et puis bon, on a combattu. Ça a été très très dur. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de mines. Beaucoup de camarades sont tombés, ils ont sauté sur les mines et beaucoup sont tués au débarquement. La bataille fait environ 300 morts côté français, tandis que 500 soldats allemands périssent et que 2000 sont faits prisonniers. Le 19 juin 1944, l'île est conquise. En 52 heures à peu près, ça a été liquidé. Mais ça a été très 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 dur. Ils se sont bien défendus, mais on était plus forts. Cette victoire décisive est à peine célébrée que déjà 350 000 soldats, dont 250 000 dans les rangs de la première armée, se lancent à l'assaut de la France et débarquent en Provence à partir du 15 août 1944. Les défenses allemandes sont limitées sur les plages du débarquement et l'armée alliée va rapidement progresser vers Toulon et Marseille, où les troupes allemandes se sont retranchées et ont reçu l'ordre de combattre jusqu'à la dernière cartouche. Là, c'était la bataille. Les Allemands étaient là, ils dominaient, ils étaient à la hauteur. Et vraiment, il y a eu beaucoup de pertes africaines. Beaucoup. Et français d'ailleurs. Les Allemands ne se sont pas laissés faire. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un général qui ne voulait pas se rendre. Je pense, je ne sais pas comment c'est arrivé à la négociation, pour leur dire que s'ils ne cédaient pas, que les tirailleurs allaient les démolir. Parce qu'on leur a fait croire qu'on coupait leur tête, etc. Alors finalement, ils se sont rendus. Ce sont des libérateurs, comme les autres. Et qu'ils soient africains ou américains, finalement, ça n'a que très peu d'importance. Les gens qui habitent tout autour du débarquement pensent que ce sont tous des Américains. Et ils ne reconnaissent pas les Français, parce qu'ils sont tous déguisés en Américains. On était très bien reçus quand on a libéré un village, par exemple, tout le monde venait nous faire la fête, etc. On était heureux, on était contents, parce que quand même, c'était une reconnaissance de voir que nous avons participé à leur libération. On salue le libérateur, et puis après, le libérateur, il doit continuer. Il faut qu'il aille prendre le village d'à côté, la ville, il faut qu'il remonte la vallée du Rhône, il faut qu'il prenne Lyon, qu'il se dirige vers l'est de la France. Donc finalement, le contact à ce moment-là entre les troupes de la libération et la population française est extrêmement léger, extrêmement mince. La progression de l'armée française est fulgurante, bien plus rapide que dans les prévisions les plus optimistes des états-majors alliés. Bientôt, les tirailleurs sénégalais et leurs camarades se retrouvent bloqués dans le Jura et les Vosges, où les Allemands se sont regroupés pour organiser la défense du Reich.
savait pas ce que c'était de la neige. Je ne savais pas. On a été surpris quand on est venu, qu'on a vu cette neige-là, qu'on a vu ce froid. On était vraiment très étonnés. Hein. On était dans la boue, moi et mes compagnons, parce qu'on couchait dans les granges pour pouvoir se protéger. On attendait les ordres, soit pour continuer, soit pour rester là. On attendait les ordres, c'est tout. Et les ordres qui sont arrivés, c'était le blanchiment. L'argument de l'époque, c'est de dire c'est le froid. Les soldats africains ne peuvent pas tenir le froid, etc. Pourquoi les soldats africains et pourquoi pas les soldats nord-africains qui sont peut-être quand même pas plus résistants, etc. Donc en fait, c'est une manière de cacher quelque chose. On donne le prétexte du froid. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée ne donnaient aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème de climat et tout. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. On a effectivement de jeunes résistants qui se sont engagés dans les rangs de l'armée, qui sont acheminés dans le nord-est de la France et qui vont remplacer poste pour poste des tirailleurs sénégalais qui sont au front, qui sont en ligne, qui sont dans le trou de combat avec des soldats allemands à 200 mètres en face d'eux. Et comme l'armée française manque de tout, à ce moment-là, quand on les remplace, il faut aussi récupérer leur armement, leur uniforme, leur équipement. Donc entre guillemets, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, j'ai donné que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. On était une dizaine qu'on ne se connaissait pas, une dizaine comme moi. Et il y a des Sénégalais, chacun avait un Sénégalais devant lui. C'est-à-dire un grand monsieur par rapport à nous. Et le Sénégalais s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous, on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon, etc. Du Sénégalais. On ne voyait plus nos mains. Durant quelques semaines d'octobre et de novembre 1944, entre 15 000 et 20 000 tirailleurs sénégalais de la première armée sont blanchis, remplacés au front par des FFI, des résistants des forces françaises de l'intérieur. Moi, ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont rien fait, qui vont se mettre à la bataille, comment ils vont s'en sortir? Et personnellement, je ne voulais même pas partir, moi je ne voulais pas laisser mes camarades, je voulais rester là. Mais on était obligé de partir, de descendre. C'était des ordres. Ce qui est terrible, on leur retire leur tenue, donnée par les Américains. On leur retire leur tenue, qu'on donne à des jeunes FFI. C'était en 20 ans, n'ont aucune expérience, n'ont même pas de formation. Beaucoup d'officiers qui étaient responsables de ces tirailleurs sénégalais ont exprimé leur inquiétude. Ainsi, le général Brosset se plaint auprès du général Delattre. Blanchi, ma division sera très loin de sa valeur antérieure. Il est effectivement curieux de noter que, au moment où la France n'est pas entièrement libérée, on choisit de se priver de troupes aguerries, combattantes, efficaces. Et c'est ce qui fait aussi que le blanchiment est paradoxal et presque inexplicable d'un point de vue strictement tactique et stratégique. Septembre est frais, octobre est froid. Et le tirailleur noir, magnifique combattant au soleil doux, se recroqueville. Il faut le renvoyer au soleil du midi. Il faut blanchir la division.
et le miracle s'accomplit de 8000 jeunes engagés ignorant toute la guerre qui viennent relever en ligne, au contact de l'ennemi, leurs frères de couleur vaincus par la neige. Le prétexte du froid et la nécessité de l'amalgame des FFI à l'armée de la Libération ne semblent pas être les seules motivations du blanchiment. Un document à destination du général Delattre affirme en effet: il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. C'est surtout une question de prestige. On craint que le soldat colonial n'accède à la femme européenne et que, par ce biais-là, le prestige de l'Européen, le prestige du colonisateur en soit considérablement affaibli. Il y a ce tabou de la femme blanche, c'est-à-dire qu'avoir accès à la femme blanche, entre guillemets, c'est porter atteinte à l'ordre colonial. Les termes de l'époque parlent de tirailleurs désaxés. On a l'impression que les états-majors sont face à des tirailleurs qui sont touchés par des maladies mentales. On ne les reconnaît pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Il apparaît urgent de bloquer cette évolution, et pour mieux bloquer cette évolution, il faut rapatrier le tirailleur pour qu'il puisse retrouver son milieu originel. Le froid, les résistants, le manque d'équipement de l'armée française, les villes et les femmes. Autant de raisons plus ou moins fantasmées qui poussent les autorités militaires et les nouvelles autorités politiques à mettre en place une logistique lourde pour retirer les tirailleurs sénégalais du front. La plupart voulaient continuer le combat, mais les ordres sont les ordres. Rapatriés en train, ils arrivent fin 1944 sur la Côte d'Azur, en attente d'un retour définitif vers l'Afrique. On a passé des journées à rouler, et on est arrivé à La Boca. Et de La Boca, on nous a envoyés sur Grasse. Et sur Grasse, donc on nous a cantonnés, il y avait une caserne, on s'est mis dans la caserne. Et il y en a qui sont restés ici à Fréjus. Après, on nous a envoyés à Antibes. Et d'Antibes, on nous a ramenés à Fréjus pour être prêts à partir à embarquer. Sauf que ils sont restés, on les a fait lanterner ici pendant des mois, sans leur payer leur solde, dans des conditions épouvantables. Certains dormaient à même le sol, dans des camps à même le sol, c'est-à-dire que même pas de la paille, pendant des mois. Et c'est une des raisons des révoltes, des tensions, disons, qui ont lieu à l'hiver 44-45. C'est que les hommes attendent, il n'y a pas de bateau, c'est pas la priorité. Hein. C'est pas la priorité, donc ils attendent des mois et des mois. Tout cela va être à l'origine finalement de révoltes parmi ces troupes qui vont intervenir, de refus d'obéissance, de mutinerie, et qui vont être extrêmement graves dans le sud de la France. Les cadres en charge des tirailleurs qui végètent dans ces camps de transit rechignent à utiliser des termes comme émeute, mutinerie, soulèvement ou révolte. Pourtant à Hyères, Sète, La Valette ou Fréjus, des tirailleurs investissent des armureries, saccagent des commerces ou s'en prennent très violemment à des gendarmes ou à leurs officiers. Mais les rapports évoquent pudiquement des incidents. Et la solution qui est trouvée, c'est de se débarrasser, je pèse le mot, de tous les soldats africains qui servent en métropole. Finalement, on n'arrive quasiment plus à les maîtriser, donc il faut les rapatrier aux colonies. À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives. En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant 5 ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu.
Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Le voici, ce soleil du retour. Le colonel Métra, représentant le général Magnan, accueille ceux qui n'ont pas voulu être libérés avant d'avoir participé à la libération de leur seconde patrie. Pour la plupart des tirailleurs, le retour au pays est beaucoup moins rose. Après avoir été fait prisonnier des Allemands en juin 1940, après avoir été blanchis dans les Vosges à l'automne 1944, après avoir été presque oubliés dans les camps de transit, les soldats africains sont lentement rapatriés vers l'Afrique. Si lentement que certains attendent leur bateau jusqu'en 1947. La frustration des tirailleurs est déjà immense de ne pas avoir poursuivi la guerre jusqu'à la victoire, et l'armée française tarde à leur verser leurs primes. La colère monte, et bientôt la confiance est brisée. Le 1er décembre 1944, au camp militaire de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, au Sénégal, des centaines d'anciens prisonniers africains des fronts de Stalag réclament les primes qui leur sont dues. Des revendications réprimées dans le sang par les autorités françaises locales, qui font plusieurs dizaines de victimes. Je l'ai appris plus tard. Je ne pensais pas, peut-être, j'aurais pu être parmi eux. Hein. On ne sait jamais si j'étais rentré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont tout juste demandé leur indemnité pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu la mort. Privés de la victoire finale sur le Troisième Reich par le blanchiment, les tirailleurs sénégalais de 1944 ont aussi presque totalement disparu des mémoires, au profit des hommages rendus aux tirailleurs de la bataille de France, comme en témoigne le Tata de Chasselet, dans le Rhône, une nécropole africaine où sont réunis les corps de 188 tirailleurs massacrés par les Allemands en 1940. La France a vite oublié le concours qu'avaient apporté les troupes africaines à sa libération, et on doit bien avouer que le tirailleur sénégalais libérateur a été un petit peu oublié. La preuve, c'est un peu ce monument à l'armée noire érigé sur le front de mer à Fréjus, à un endroit où a eu lieu le débarquement de Provence. Et les tirailleurs qui sont là statufiés, ce ne sont pas des tirailleurs de 1944, ce sont des tirailleurs de 1940 ou de 14-18. Donc le tirailleur sénégalais de la libération, le tirailleur blanchi, est un peu le parent pauvre de cette politique mémorielle française. On n'a pas voulu donner aux Noirs le rôle, la place qui leur revenait dans la libération de la France. Et ça, bon, moi personnellement, ça me choque, ça me révolte. Bon. Lors des célébrations de la victoire de 1945, le général de Gaulle savoure son triomphe en faisant défiler toutes les troupes qui ont participé à la libération, depuis la naissance de l'Afrique française libre en 1940 jusqu'à la chute du Reich le 8 mai 1945. Forces françaises libres, Forces françaises de l'intérieur, soldats métropolitains, soldats d'Afrique du Nord et bien sûr, tirailleurs sénégalais. On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu.
Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Écoutez-nous, morts étendus dans l'eau au profond des plaines du Nord et de l'Est. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Vous savez, c'est pas rigolo la guerre. C'est pas une bonne chose. Hein. On tue les gens, si vous les tuez pas, c'est eux qui vous tuent. C'est pas une bonne chose, mais voilà. Pourquoi les Allemands sont venus prendre la France, notre France? Il fallait la défendre. Voilà. Think of us when we're gone.